Vive émotion après le meurtre du député national et ancien ministre des Transports Chérubin Okende. Le premier suspect a été arrêté. L'Assemblée nationale appelle le gouvernement à travers ses services spécialisés et la justice à ouvrir les enquêtes pour sanctionner les auteurs du crime. Profondément consternés par l'assassinat odieux de leur collègue Chérubin Okende, les députés de l'opposition annoncent l'organisation des marches pour protester. Les détails dans ce journal. Coopération RDC-Angola, un protocole d'accord sur l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun a été signé entre les deux pays, à suivre dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, c'est un jeudi triste. L'ancien ministre des Transports, Chérubin Okende, a été retrouvé mort à l'intérieur de sa Jeep sur la route poids lourd à Kinshasa. Le président de la République, Félix Tshisekedi, se dit consterné par la disparition de l'élu de Lalukunga et a présenté ses condoléances aux proches du député national. L'Assemblée nationale appelle par ailleurs le gouvernement, à travers ses services spécialisés et la justice, à ouvrir les enquêtes pour sanctionner les auteurs du crime. C'est une affaire qui va faire tâche, surtout dans le contexte électoral. Le porte-parole du gouvernement a réagi peu avant midi. Patrick Mouyaya a condamné cet acte odieux et a dit que le gouvernement a instruit tous les services de sécurité de faire diligence pour une enquête minutieuse afin de faire la lumière sur cet acte inadmissible. Mais l'émotion a été très vive toute la journée de ce jeudi à la morgue où son corps a été ramené. Sa famille et des proches étaient tous en pleurs. Déjà que les rumeurs couraient depuis la veille sur un possible enlèvement de l'ancien ministre des Transports et porte-parole de Ensemble pour la République, la nouvelle de sa mort est tombée comme un couperet très tôt avant 9h. Les véhicules criblés des balles a été retrouvé aux premières heures de ce jeudi par les passants et automobilistes sur la route poids lourd. Les médias présentaient le ministre comme introuvable jusqu'à ce que les photos ensanglantées de l'homme politique se trouvent sur la toile. Les mêmes témoignages renseignent que c'est vers 2h du matin que ce véhicule avait été mis à cet emplacement devant un garage. En effet, l'ancien ministre qui a quitté le bateau de l'Union sacrée de la nation par fidélité à son parti politique avait prévu de se rendre à la Cour constitutionnelle le mercredi pour demander un report de la séance de travail prévue jeudi autour de la déclaration relative à son patrimoine après son départ du gouvernement. Les événements ayant précédé ce drame sont donc divergents. Si les proches de l'ancien ministre confirment que ce dernier s'était rendu à la Cour constitutionnelle pour demander le report, après quoi il a été porté disparu. Des sources proches des responsables judiciaires confirment que Chérubin Okende n'était pas arrivé à la haute cour. Mais dans la foulée, des réactions ont fusé de partout. Matata Pogno, lui aussi empêtré dans des affaires avec la justice, a dénoncé avec la dernière énergie l'assassinat de Chérubin Okende. Ce crime odieux qui s'apparente à un assassinat politique ne peut rester impuni, a dit pour sa part Martin Fayulu, alors que Délicé Sanga a invoqué un acte odieux et inacceptable dans un état dit de droit. Dans une déclaration commune, plusieurs députés de l'opposition ont aussi dénoncé un acte inadmissible. Moïse Katumbi a dû écourter son voyage de travail à Abidjan à la suite de ce drame. Le candidat à la présidentielle a déclaré également que ce crime ne restera pas impuni. Assassinat de Chérubin Okende, le président de la Cour constitutionnelle, le procureur près la Cour constitutionnelle et le procureur près la Cour de cassation étaient devant la presse ce jeudi dans la salle d'audience de la Cour constitutionnelle. D'après le président de la Haute Cour, Chérubin Okende ne s'est pas présenté à la Cour mercredi car il avait écrit une lettre en amont pour se présenter le vendredi. Le premier suspect a déjà été arrêté et les enquêtes continuent d'après Firmin Wende, président de la Cour de cassation qui a engagé une action judiciaire. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici, d'abord l'après-midi à 11h, prendre une correspondance, et il est revenu à 16h et parti. Il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h, 2 minutes
pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h, mais en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h, et ça a été enregistré à 16h02. Cette personne est entre nos mains, parce que, aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. Il part d'ici à 16h02. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Mais il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps ou la voiture. La voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici de l'ONU utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin ou 20h quand il revient ici, est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement c'est ce matin? Autant de questions que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. Profondément consternés par l'assassinat odieux de leur collègue Chérubin Okende, les députés de l'opposition annoncent l'organisation des marches dans les tout prochains jours pour protester. On écoute à ce sujet le député national François Nzekouye. Il est président du groupe parlementaire PPRD. Nous, députés de l'opposition, nous venons de constater, après avoir hier entendu l'enlèvement de notre collègue Chérubin Okende, nous venons de constater son décès en voyant son corps criblé de balles. Une balle dans la tête et plusieurs balles sur son corps, montrant que c'est un assassinat ignoble qui vient de se commettre contre un porte-parole d'un parti de l'opposition. Nous sommes en démocratie et nous estimons que l'opposition a sa place et qu'on doit tolérer, respecter les opinions diverses et que quoi qu'il arrive, peu importe les fautes qu'on peut commettre en démocratie, il y a une justice pour les gérer. Assassiner un député, c'est assassiner la démocratie. Et ça, nous ne le tolérerons jamais. On ne va pas nous museler parce qu'on a tué l'un d'entre nous, nous continuerons à parler et à parler fort. Que l'on commence à museler la parole de ceux que vous avez élus pour parler à votre nom. Et donc, nous allons commencer des marches pour pouvoir protester régulièrement. Autre chose à présent, insécurité au Maïndombe, femmes, hommes et enfants, tous habitants du territoire de Kwamouth ont pris d'assaut les coins et recoins de cette partie du pays pour exprimer leur ras-le-bol et dire non à l'insécurité grandissante. Calico en main, ils ont dénoncé les tueries perpétrées par la milice Mobondo ces derniers temps. Dans une déclaration faite à l'issue de cette marche populaire, la société civile appelle les autorités à prendre leurs responsabilités. Les visites bilatérales de la délégation du gouvernement, tant provincial que central, n'a tiré aucune solution efficiente. Et pourtant, la guerre ethno-tribale à Yumbi n'avait duré que 2 jours. Celle de Kwamouth, par conséquent, persiste jusqu'à nos jours. Les résolutions sont demeurent muettes et ne définissent son nom. Les interventions, les cris d'alarme de nos élus et de nos confrères, en l'occurrence, honorable maître Willy Bolio et Mina, ce sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Qui sponsorise les agresseurs Yaka au juste? Pourquoi parler des Rwandais? Les mercenaires et chefs de file dans les différentes bases sont mieux connus et bien identifiés. Réellement, si c'était des Rwandais, mais les Mobondo sont jusque-là non inquiétés. Ils ont des armes, de munitions et portent au cou leurs appareils Motorola, Touraya, etc. pour la communication avec leurs leaders membres du chambre de décision de ces pays. Plusieurs mémos introduits. La vision du territoire de Kwamouth n'est pas toujours matérialisée. La société civile, pour marquer leur désenchantement,
territoires orphelins, ont accepté de se braver sous le soleil à clan blanc pour réclamer la paix suite à cette insécurité inexprimable. Dans l'actualité également, je l'annonçais au sommaire, la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord sur l'exploitation pétrolière dans la zone d'intérêt commun entre les deux pays. Pour le gouvernement de la RDC, la répartition se fera à part égale, soit 50% des revenus du concessionnaire des deux pays. Après plusieurs négociations entreprises, désormais la République démocratique du Congo et l'Angola viennent de signer, après les premières discussions de 2007, le protocole d'accord pour l'exploitation et la production en commun du pétrole qui se trouve dans une zone maritime commune située sous le littoral ouest. Pour le ministre des Hydrocarbures, c'est une avancée significative pour le gouvernement de Kinshasa, sous la vision du président Félix Tshisekedi, afin de procéder aux travaux de prospection, d'exploitation, d'évaluation, de développement et de production d'hydrocarbures liquides et gazeuses dans la zone maritime d'intérêt commun entre les deux pays frontaliers. D'abord, féliciter le chef de l'État, parce que c'est sous son impulsion que finalement la RDC a pu obtenir ce sésame. Vous savez que cela aura de l'impact sur la rentabilité de notre budget et c'est grâce à son lead que cela est arrivé. Pour Didier Boudimbo, la répartition se fera à part égale, soit 50% des revenus du concessionnaire pour chaque pays. À ce jour, l'accord assigné s'inscrit dans la suite logique de la mise en œuvre du protocole d'accord du 30 juillet 2007 sur l'exploration et la production des hydrocarbures dans la zone maritime d'intérêt commun, ratifiée par les deux pays. La signature de cet accord permettra à la RDC de rentabiliser près de 32,8 milliards de dollars de PIB qu'elle perdait auparavant, ce qui pourra représenter une part énorme pour le pays qui veut accroître son budget annuel au-delà de 16 milliards de dollars américains actuellement mobilisés. La mise sur le marché par les autorités congolaises de 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers pour valoriser ces gisements pétroliers vise à diversifier et à booster l'économie congolaise qui dépend grandement du secteur minier. Et puis la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipoulou, séjourne depuis mercredi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Objectif, superviser l'examen national des fins d'études professionnelles. Sans accuser une once de fatigue, la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, s'est dirigée après les gouvernorats où elle est allée présenter ses civilités à l'autorité provinciale, directement au site retenu pour la manifestation pour procéder le mercredi 12 juillet 2023 au lancement des épreuves hors session de l'examen national de fin d'études professionnelles, 3e édition à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. C'est la 3e édition de cet examen que le ministre de la Formation professionnelle et métiers a lancé depuis 2021, une édition dénommée Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour cette présente édition, 12 496 candidats de 30 provinces éducationnelles de la République démocratique du Congo participent à ces épreuves certificatives qui vont déboucher à la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles prévue à partir du 14 août 2023. L'organisation de l'examen national de fin d'études professionnelles, la création des premiers centres de formation professionnelle publique, l'octroi des kits d'insertion professionnelle aux lauréats, l'obtention des bourses d'études à l'étranger, l'élaboration en cours de la stratégie nationale de formation professionnelle, le lancement des travaux de construction des centres de formation professionnelle. Il faut noter que, pendant son séjour à Lubumbashi, Antoinette Kipoulou présidera plusieurs réunions pour mieux expliquer les réformes mises en place par le ministère de la Formation professionnelle et métiers afin de mettre en place un système de formation professionnelle cohérente et efficace. D'une province à une autre, Lualaba, la construction de l'échangeur routier de Kolwezi a atteint déjà 50%. Les techniciens sur le chantier se disent motivés, travaillent d'arrache-pied pour livrer ces chefs-d'œuvre dans quelques mois. Cet ouvrage va s'inscrire sur la liste des réalisations imposantes que le chef de l'État compte doter le peuple lualabais. Située de part et d'autre de la route nationale numéro 39 à l'entrée de la route de l'aéroport, la construction de l'échangeur routier de Kolwezi évolue normalement. Les 4 culées ainsi que les 2 piles
sur lesquels la structure métallique d'une part et la structure en béton d'autre part seront posées sont fin prêts. Actuellement, les techniciens procèdent au remblayage avec les latérites afin d'atteindre le niveau des culées à plus ou moins 8 mètres de longueur. Ces remblais sont encadrés par des structures circulaires formées en béton en vue de renforcer l'aspect esthétique et éviter le débordement de la latérite. Les ingénieurs sur place renseignent que l'ouvrage est majoritairement construit en béton pour une durée plus longue ainsi que pour sa capacité à amortir le choc. La route nationale numéro 39 étant élargie à 5 mètres, interviendra la pose du pont de la SNCC ainsi que celui du tablier en béton. On peut quantifier le taux d'exécution de cette infrastructure éléphantesque à 50%. Selon les ouvriers rencontrés sur place, ces travaux sont exécutés à bonne vitesse de manière à rendre au gouvernement provincial l'ouvrage complètement fini dans quelques mois. Ça sera un véritable chef-d'œuvre unique en RDC qui va embellir une grande partie de la ville de Kolosi. Cela s'ajoute sur la liste d'immenses réalisations recommandées par le président Tshisekedi au gouvernement Masuka. Et après sa mission au Congo, où il a pris part à la commission mixte RDC Congo-Brazzaville sur la gestion sécuritaire des frontières, le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, a regagné son fief où, à son arrivée, il a tenu un meeting populaire. Regardez. Ces longs voyages hors la province l'a conduit en République du Congo où, ensemble avec ses homologues de Maïndombe, du Sud Kivu, du Congo central et de la ville-province de Kinshasa, ils ont participé à la commission mixte entre le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville sur la gestion sécuritaire des frontières qui séparent les deux pays. Mettant son séjour à profit à Kinshasa, il a rencontré le bailleur de fonds disposé à venir investir pour le développement de la province de l'Équateur. J'étais en mission officielle avec mes homologues. Nous étions au total 5 pour nous entretenir avec les autorités brazzavilloises en ce qui concerne les frontières qui nous divisent. Et juste après, je suis allé à Kinshasa où je me suis entretenu avec les responsables de l'OVD ainsi que le ministère des Finances qui a remis les budgets à cette entreprise qu'elle puisse construire et réhabiliter certaines routes, qui construisent des caniveaux, également des macadams. Et cette société m'a rassuré de pouvoir finaliser avec tous les travaux d'ici peu. Bénéficiant, comme d'habitude, d'un accueil chaleureux par la population, le gouverneur Bobo, dans un meeting populaire organisé à sa résidence, s'est adressé à la population et a répondu aux questions des journalistes en guise de sa mission. Et puis l'élu de Sakania a offert un lot d'équipements sportifs aux différents clubs de l'entente de Sakania. Il a également clôturé le tournoi de paix organisé sur place dans le cadre des activités de ses vacances parlementaires. C'est sur sa moto à 4 roues que le député national Serge Condé, élu de Sakania, a pris la direction du terrain de football méthodiste situé dans la commune de Sakania. Nous sommes le mercredi 12 juillet 2023, affectueusement appelé Équilibre. L'homme est accueilli tambour battant par une foule nombreuse qui l'attendait pour donner le go du lancement de la 10e édition du tournoi de la paix et de l'amitié. La sentinelle de la population du territoire de Sakania, à l'hémicycle, donne le coup d'envoi du dit tournoi en présence du président de l'entente de football de Sakania. Un match de gala qui a opposé les deux grandes formations de ce coin, US Kamikaze et le FC Vijana. Les équipes se sont séparées sur la note de 0-2 en faveur du FC Vijana. Après cette explication, le double brassard ne tarit pas de loge en l'endroit des jeunes footballeurs et ce message est accompagné d'une nouvelle donation de plusieurs vareuses, ballons ainsi que de bas, des dons assez conséquents pour les clubs évoluant en première division de l'entente de football de Sakania. Pour lier l'utile et l'agréable, Serge Condé a remis des enveloppes aux équipes qui ont livré le match de gala, aux équipes féminines mais aussi aux arbitres. Vacances, je songe à la jeunesse de Sakania, je pense à cette jeunesse, c'est pourquoi je viens. Même étant loin, j'envoie toujours des équipements pour que la jeunesse soit occupée pendant les vacances. Pour encourager la jeunesse, on ne peut que faire ça. Ces joueurs-là, ils doivent lessiver leur maillot, ils doivent rentrer, ne fût-ce que prendre un verre d'eau à la maison. On ne peut pas
ou les laisser jouer sans une petite prime. Après cette ambiance sportive, Serge Condé s'est rendu au pont Lubembe, financé par les moyens propres, cependant qui connaît un sabotage de quelques détracteurs du coin qui ont volé des lampadaires, chose que la population déplore. Et puis le vice-gouverneur du Nord Kivu a clôturé ce jeudi les activités des 30 ans d'existence de l'université de Goma. À l'occasion, le plan stratégique de cette institution à l'horizon 2030 a été présenté. Au cours de cette cérémonie de clôture des trentenaires de l'université de Goma, le plan stratégique de cet établissement à l'horizon 2030 a été présenté par le professeur Moucha Kassiwa Janvier, secrétaire général administratif. Il se résume en des projections que cette institution doit réaliser dans les 7 prochaines années. Le recteur de l'Unigom, le professeur Mouindo Mwanda, a expliqué la philosophie générale de l'université de Goma, se résumant au refus de se lamenter. Nous avons compris les erreurs du passé, nous nous sommes mis en cause pour notre présent, nous nous sommes fixés des objectifs et nous nous sommes aussi fixés des principes qui nous permettront d'atteindre ces objectifs, notamment qu'on ne se lamente pas, que les enseignants soient exemplaires, que les tribus et la politique ne s'évitent pas dans notre université. En clôturant officiellement ses activités, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général Romi Ekukalipo, a félicité le comité de gestion pour ses œuvres. En l'espace de 18 mois, vous avez construit tout un campus avec 48 auditoires, 5 blocs administratifs abritant les bureaux des doyens, réhabilité le campus du lac Jagi-Kinyumba et aujourd'hui en bijou, et une fierté pour la province. Des diplômes d'honneur ont été remis à Eugène Seroufouli, ancien gouverneur du Nord Kivu, pour avoir participé à la construction des bâtiments du campus du lac, puis au vice-gouverneur Romi Ekuka, car c'est grâce aux autorités provinciales que la faculté de médecine de l'université de Goma est propriétaire de la concession de ces campus. Lutte contre le blanchiment des capitaux, la cellule nationale de renseignement financier poursuit la sensibilisation. Mercredi dernier, c'était le tour du barreau congolais d'être sensibilisé sur cette lutte. À en croire le secrétaire exécutif de la CNRF, l'objectif est de vulgariser la loi portant lutte contre le blanchiment de capitaux. C'était à l'occasion de la célébration de la journée du barreau. Le barreau congolais a 55 ans d'existence. À l'occasion de cette commémoration, il a convié le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier, Adler Kissoula, pour vulgariser la loi sur les blanchiments des capitaux et le financement du terrorisme. Éclairé à ce sujet, le bâtonnier national s'exprime. Nous avons une loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme. Et l'avocat s'était assujetti. Il était là pour nous expliquer, nous donner les points saillants, les grandes lignes, les innovations. Parce que l'avocat est tenu à faire des déclarations de soupçons. Et que donc, c'est important pour nous d'être formé. Parce qu'en ce moment-là, l'avocat sait à quoi il doit s'en tenir. De son côté, Adler Kissoula, on appelle à la collaboration de l'Ordre national des avocats dans cette croisade contre les blanchiments des capitaux. C'est une affaire de tous. Nous avons l'obligation de communiquer. C'est pourquoi j'ai apprécié l'invitation internationale. Parce que quand on parle à un avocat, on parle à 50 personnes. Alors, quand je vois les nombres ici, multipliés par vos différents clients et membres de famille, je pense que vous allez bien expliquer la situation que le pays est en danger. C'est pourquoi jamais nous devons remettre les obligations de vigilance en marche. Signalant que c'est dans 25 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo que s'est déroulée la commémoration du 55e anniversaire du barreau national. Et puis 15 jeunes de la brigade agricole, des jeunes venus des 3 provinces de la RDC ont bénéficié des orientations stratégiques dans plusieurs domaines agricoles par l'Institut africain de leadership agricole. L'objectif poursuivi est de contribuer à l'accélération de la transformation agricole en augmentant la production, générer des emplois ainsi que contribuer à la rééducation de l'insécurité alimentaire en RDC.
Dans ces terrains d'implémentation du parc agro-industriel de 47 hectares de la brigade des jeunes agricoles, 15 jeunes venus de 3 provinces de la RDC, à savoir la ville-province de Kinshasa, le Kasaï oriental et de la plaine de la Ruzizi au Sud Kivu, se sont imprégnés des différentes techniques et technologies, notamment dans les domaines de l'éducation agricole, production végétale modernisée, production animale et pisciculture, valeur ajoutée de la petite mécanisation agricole. Ici, c'est à l'aide d'un motoculteur qui, cette brigadière, a palpé du doigt la petite mécanisation dans la production végétale afin d'être outillée sur l'apport des semences hybrides sur la révolution de l'agriculture et l'agriculture numérique. Ceci afin de leur permettre d'aller disséminer ces technologies apprises dans leurs provinces respectives et concrétiser la transformation agricole de la RDC avec les jeunes. On a aussi parlé de l'importance de la place de choix qu'occupe la production animale et piscicole dans le besoin des Congolais en termes de protéines animales. Les jeunes de ces 3 provinces de la brigade ont affirmé avoir reçu des orientations claires auprès de l'équipe noyau pour promouvoir l'agriculture comme un business panacée au chômage en vue de déconstruire les stéréotypes qui font les jeunes Africains sur celle-ci et booster leur participation dans l'agriculture. Ce qui m'a vraiment d'abord intéressé, c'est l'utilisation de la petite mécanisation et aussi l'utilisation de l'outil numérique, de l'outil technologique. Avec un simple smartphone, on peut avoir des données réelles sur nos activités agricoles. Cette activité s'inscrit dans les cadres de l'agenda de transformation agricole de la RDC, ATA-RDC, qui est l'un des volets du programme de développement des 145 territoires. Dans le même registre, lancement à Kamanyola, dans le territoire de Walungu, d'un atelier portant planification stratégique sur la durabilité de la chaîne des valeurs des cultures à utiliser dans le site sous ATA RDC. L'activité s'inscrit dans le cadre du projet du gouvernement congolais Agenda de la transformation agricole dont les activités selon les organisateurs de ces assises visent à contribuer à la sécurité alimentaire. Le plan de production agricole ATA RDC vise à fédérer les agriculteurs pour améliorer leur productivité afin de lutter contre la crise alimentaire en RDC, souligne le coordonnateur de l'agenda de transformation agricole en RDC lundi en marge du lancement de l'atelier de 2 jours portant élaboration d'un plan stratégique sur la durabilité des cultures à utiliser sous le programme ATA, surtout dans la saison culturelle prochaine. Nous allons mobiliser les petits exploitants agricoles pour augmenter leur productivité agricole autour des spéculations telles que le maïs, le soja, la banane plantain, le riz et d'autres légumineuses. Le programme va amener des cultures, des variétés qui sont adaptées au changement climatique. Inclusion des petits producteurs dans les activités du programme en formant un cluster rendra le secteur plus compétitif et fera valoir son pesant d'or sur le marché de production, ajoute le manager de l'agenda de transformation agricole ATA site Ruzizi. Pour la finalité, nous voulons faire en sorte que l'agriculture soit transformée à tous les niveaux, afin que tout cela soit orienté vers les marchés. Les agriculteurs bénéficiaires du programme de leur part sont appelés à s'approprier le programme. Le chef des activités agri-business les a appelés à s'intégrer concrètement dans le programme pour faciliter l'autonomisation des agriculteurs telle que visée par le chef de l'État. On veut faire de cette agriculture une agriculture industrielle où le paysan fera du business avec tout ce qu'il produit. Cette activité connaît la participation des délégations venant des différents sites où ATA est implémenté. Et puis, le président du Congrès de nationalistes révolutionnaires, Jules Banze Mulongo, est en mission de redynamisation du parti dans le Haut-Katanga. Sur place, il a été reçu par les cadres et militants de cette formation politique conduit par l'interfédéral Tarsis Kyungu. Le train vers l'organisation de prochaines élections s'est balise et le président national du CNR a, au sortir du salon officiel, exprimé sa volonté de participer au prochain scrutin. Le message, c'est que le CNR apporte une idéologie qui sauve tout un peuple et tout un pays. Une idéologie qui part de Lumumba, M. Laurent Désiré Kabila, jusqu'à notre époque. Demandons à tous les camarades que le CNR ne fera pas la politique de la chefferie. Nous allons aux élections parce que nous avons un discours, parce que nous avons un message qui sauvera toute la nation. Nous sommes venus redynamiser le parti, rencontrer tous les candidats députés nationaux et provinciaux, afin de nous aligner
dans l'ordre des batailles pour les élections. Satisfait de l'interfédéral adjoint en charge de l'administration et des finances qui a eu des mots justes pour exprimer sa détermination. Nous sommes vraiment flattés de la présence de notre cher et aimable président. En quittant l'aéroport de Luando, l'ambiance est totale. Le fils idéologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila ne va pas se fatiguer aussitôt. Sur demande de sa base, Jules Michael Banzemulongo va tenir une grande conférence dans la ville de Lubumbashi où il était question pour lui de prêcher l'idéologie révolutionnaire innovante. Et pour boucler cette tournée à Lubumbashi, le président national du Congrès de nationalistes révolutionnaires a répondu à l'invitation de l'ONG ACEA, une structure spécialisée en coaching électoral. Jules Banzemulongo a eu ainsi l'honneur de remettre le brevet aux participants à ce module qui ont porté essentiellement sur le calcul de seuil d'éligibilité, la préparation de dossiers pour les potentiels candidats ainsi que les innovations de la nouvelle loi électorale en RDC. Et puis pour finir, le vice-ministre des Mines et président de la fondation qui porte son nom, Godard Motemona, a communié dimanche dernier avec les paroissiens de la paroisse Saint-Félix de Limété. Le président du parti politique En Marche pour le changement a remis une importante somme d'argent qui devra servir à la construction de la nouvelle grotte mariale de cette paroisse. Bientôt, la paroisse Saint-Félix de Mumbele, située dans la commune de Limété, sera dotée d'une nouvelle grotte mariale. Le vice-ministre de Mines et président de la fondation qui porte son nom, Godard Motemona, a répondu favorablement à l'appel fait pour la construction de cette grotte. Le 14e dimanche de temps ordinaire, où il a communié avec les paroissiens de cette paroisse, le président du parti politique En Marche pour le Progrès, qui s'est fait accompagner d'une forte délégation, a remis une somme importante pour cette construction avant de procéder à la pose de la première pierre. Nous avons posé la première pierre et nous viendrons inaugurer d'ici peu. Pour soutenir la vision du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, j'ai promis d'apporter des bancs dans un mois pour améliorer les conditions des étudiants, des élèves. J'ai également promis de réhabiliter les latrines ici. Il faut que notre pays, que nous assurons l'éducation de nos élèves. C'est la base même du développement. Au nom de tous les paroissiens, le père curé Martin Louzy a remercié Godard Motemona pour les bonnes actions qu'il ne cesse de poser envers la paroisse Saint-Félix et les écoles sous tutelle avant de demander aux fidèles de prier pour lui. Nous sommes très contents pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Avant de clore sa journée, Godard Motemona a échangé avec une délégation des enseignants des écoles sous tutelle de la paroisse Saint-Félix. Ces derniers ont exposé quelques difficultés dont ils font face, notamment le manque de bancs, les mauvaises conditions des installations hygiéniques. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Vive émotion après le meurtre du député national et ancien ministre des Transports Chéribin Okende. Le premier suspect a été arrêté. L'Assemblée nationale appelle le gouvernement à travers ses services spécialisés et la justice à ouvrir les enquêtes pour sanctionner les auteurs du crime. Profondément consternés par l'assassinat odieux de leur collègue Chéribin Okende, les députés de l'opposition annoncent l'organisation des marches pour protester. Coopération RDC-Angola, un protocole d'accord sur l'exploitation pétrolière dont la zone d'intérêt commun a été signée entre les deux pays. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 et de Radio 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.